pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles, Transforma Bruxelles Espace de Coworking et Innovation Center et The Podcast Factory. Autour de la table, nous serons 4. Alors, à ma gauche, j'ai Anne Abed, que les auditeurs connaissent déjà. Bonjour. Alors merci de me faire confiance et de revenir à mon micro. On va de nouveau parler de Stress Out, mais cette fois on va aller plus loin. On va parler de Stress Out et apporter au micro des témoignages. Témoignages qui vont être d'une part anonymes avec Charles, qui est un prénom d'emprunt. Bonjour Charles. Bonjour. Et avec Maxime. Bonjour à tous. La première question, elle est très simple pour vous deux. On va commencer par Maxime. C'est de me dire un peu comment as-tu entendu parler de Stress Out et qu'est-ce qui t'a surtout motivé à aller suivre les activités proposées. J'ai entendu parler de Stress Out parce que Anne est venue me voir pour que je l'aide à monter son projet. Et j'ai été d'autant plus stimulé, motivé à l'aider que j'ai moi-même eu plusieurs épisodes dépressifs et un gros burn-out au cours des 10 dernières années. Et donc j'ai été charmé par son initiative, par sa volonté, son désir d'aider les autres. Et alors quand j'ai su qu'elle mettait sur pied son parcours, son Stress Out Journey avec ses 8 ateliers pour apprendre à gérer son stress, même si je ne suis pas en souffrance, je n'étais pas en souffrance au moment où j'ai décidé de participer, ça m'intéressait beaucoup et j'ai beaucoup appris, même par rapport à mon expérience à moi. Alors une bête question annexe, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées aux gens qui vivent en burn-out ou en pré-burn-out ou après burn-out sur le marché de ce type ? Est-ce que tu avais déjà entendu d'autres ateliers, d'autres possibilités ? Je ne peux pas répondre parce que moi, quand j'ai eu des burn-out, je me suis adressé au généraliste qui m'a alors parfois orienté vers un psychologue qui m'a accompagné. J'ai eu des environnements professionnels compréhensifs qui ont compris après que la réintégration devait se faire de façon progressive. Et donc, moi, j'ai jamais fait du shopping sur le marché, donc j'ai pas fait de recherche. Et voilà, donc je découvre maintenant, à travers le projet d'Anne, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des soucis, qui ne savent pas à quelle porte frapper. Et voilà, je suis très enthousiaste par rapport à ce que Anne essaye de mettre en place. Et donc, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice pour que ça se sache. Merci, c'est super. Alors, on va continuer de t'interviewer sur ton témoignage et ce que tu as vécu. Mais je vais aussi donner la parole à Charles. Je vais lui poser la même question. Est-ce que tu peux aussi me dire pourquoi toi, est-ce que tu as choisi ces ateliers et quelle était ton approche personnelle ? Moi, j'ai entendu parler de ces ateliers parce que j'ai reçu un mailing via une des animatrices d'atelier quand je me sentais en pré-burn-out. Donc, c'était une situation qui était assez nouvelle pour moi. Je n'ai jamais eu de vrai burn-out. On entend beaucoup parler de burn-out. J'ai toujours eu beaucoup de stress. J'ai d'ailleurs toujours maintenant beaucoup de stress. Je pense que ce qui arrive souvent pour les personnes qui sont en burn-out, c'est qu'ils arrivent à gérer pendant un certain temps le stress. Et puis, il y a un événement qui augmente ce stress encore d'une manière. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé chez moi. Je me sentais en pré-burn-out. Je ressentais une sorte de blocage physique de continuer comme je le faisais jusque-là. Je n'arrivais plus à gérer ce stress. Je ne voyais pas très bien ce qui m'arrivait. Tu peux donner un exemple de manifestation que tu constatais qui était un changement pour toi ? Oui, au travail. J'étais de nouveau dans une situation qui était difficile pour moi, peut-être même conflictuelle. Il y avait ce blocage carrément et presque cette envie de quitter la pièce, de ne pas continuer à jouer le jeu et à faire ce que j'étais en train de faire. C'est presque une envie de fuir, quoi, quelque part. D'accord. Donc à ce moment-là, j'ai rencontré Anne suite à ce meeting, on s'est téléphoné et c'était exactement ce que je cherchais à ce moment-là. Une façon de prendre le problème en face, en quelque sorte. Ce qui est courageux. Oui. Donc je crois que c'est important à ce moment-là de ne pas continuer à subir ce qu'on subit, mais de réagir, de prendre une action. Alors moi j'ai une question particulière par rapport à ça. J'ai la chance d'avoir eu quelques informations par Anne et aussi d'autres professionnels du burn-out qui sont venus à mon micro. Et je sais que la première chose qu'on dit d'un burn-out, c'est qu'il y a une phase de déni, on refuse de l'admettre. Ce qui m'étonne dans ta démarche à toi, c'est que on pourrait presque dire que tu le sens venir. Est-ce que tu es conscient que parfois les gens font plutôt un déni et que toi, ici, tu as une espèce de prise de conscience qu'il y a un problème? Oui, je pense que c'est dû au fait que j'ai un copain très proche qui était justement en burn-out, ou qui sortait de son burn-out à ce moment-là. Et on a d'ailleurs beaucoup discuté et c'est lui qui a dit, bon, je vois venir, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas te laisser comme ça, sinon tu vas t'enfoncer de plus en plus. On peut déjà faire une remarque ici sur ce que tu donnes comme feedback, c'est que
partager l'expérience de chacun, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui au micro aussi, c'est quelque part aussi permettre une prise de conscience et faire de la prévention déjà dès le départ, quoi, hein. C'est déjà un point important. Comment est-ce que tu avais entendu parler de la journée? Tu as dit par newsletter, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est un mailing. D'une des praticiennes. Oui, Une des praticiennes, oui. d'accord. Et tu avais aussi fait d'autres recherches du coup, parce que notre premier ami nous disait qu'il n'a pas vraiment fait de recherche, mais toi oui apparemment, puisque tu sentais la chose venir. Oui, mais c'était plutôt de façon générale m'intéresser au burn-out, essayer de mieux cerner les symptômes et ce qu'il y a moyen de faire. Mais tu avais trouvé d'autres offres de prévention? Non, D'accord. J'étais pas si loin, donc ça tombait juste au bon Un chouette moment. compliment pour Anne, Oui. ça. Alors j'ai Maxime qui voulait intervenir. Je voulais juste rebondir sur cette histoire du déni. J'ai eu affaire dans mon entourage professionnel aussi à des gens qui étaient en quasi burn-out. Et je me souviens d'un cas particulier où la personne disait « Non, non, mais là, je tiens encore le coup ». Et j'ai dit « Mais manifestement, avoir ta réaction aujourd'hui quand tu en parles, tu ne tiens plus le coup. Et je te conseille d'aller voir ton médecin ». Et elle est allée voir son médecin le lendemain. Et le médecin l'a mis en arrêt maladie. Donc, c'est cette histoire de ligne rouge Elle n'est pas si évidente. qui n'est pas... Je crois que le problème des gens qui ont un burn-out, c'est qu'ils nient leur ligne rouge. Et donc, ils ont une difficulté à mettre des limites. Et quand ils en mettent, ils se rendent pas compte quand on passe par-delà. Et voilà, les ateliers qu'Anne proposait, c'était aussi une façon d'apprendre à mieux se connaître, à respecter ses propres limites. Alors, on va rester chez Maxime. La deuxième question qui va suivre, c'est ce qui est important aussi pour moi, c'est quand on suit un atelier comme ça de prévention, c'est de voir un peu une idée de l'état d'esprit dans lequel on arrive. Et puis, comment ça va évoluer. Est-ce que tu peux partager avec nous quelle a été ton expérience quand tu arrives dans ces ateliers et ton premier feeling, ton premier sentiment par rapport à peut-être quelques préjugés possibles? Ou est-ce qu'il n'y avait pas de préjugés? Moi, je n'avais pas de préjugés. J'ai une telle histoire de méthode, de tentative de gestion de mon stress et de mes défis psychologiques entre guillemets. Auparavant, j'avais déjà essayé plusieurs autres méthodes, et je m'y étais toujours intéressé aussi d'un point de vue du fonctionnement de la méthode, de l'analyse, dans une idée peut-être éventuellement d'un jour être moi-même coach ou accompagnateur. Et c'est quelque chose que j'ai pas encore concrétisé, mais je n'exclus pas que en gagnant encore en maturité, un jour, je le ferai quand je me sentirai autorisé. Et donc, j'avais pas de préjugés et c'était surtout une curiosité. C'était une envie de découvrir. Et donc, je me sentais pas vraiment dans le groupe quand je suis arrivé parce que je me sentais un peu en touriste. Mais très vite, j'ai été happé par la dynamique de groupe, un esprit de groupe qui s'est manifesté, qui s'est révélé. Est-ce que tu as eu le sentiment d'apprendre quelque chose très vite, à plusieurs reprises? Comment ça s'y... Il y a des choses qui ont été frappantes directement? Moi, j'avais pas une grande question, j'avais pas une grande souffrance qui devait être adressée. Donc, chez moi, c'est beaucoup des petites pépites dans chaque atelier. Souvent, c'est aussi après l'atelier. Quand on rentre chez soi, quand on est dans le bus et qu'on repense ou on se débriefe et les débriefings souvent, enfin, ça se fait comme ça en étapes. Moi, j'ai appris plein de choses quand j'aurai le temps ou l'occasion, j'aimerais bien approfondir. Tu peux donner un exemple, une pépite d'une chose qui t'a marqué le plus peut-être dans ces événements? Un truc qui m'intéressait beaucoup, c'était la pleine conscience. Parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré pour la première fois il y a déjà 7 ans, on m'en avait parlé. Mais je trouvais que c'était un peu trop fumeux, la façon dont on m'en avait parlé. Le fondateur... On parle de la mindfulness, on précise. Oui, voilà, la mindfulness ou la pleine conscience. C'est donc l'atelier Lotus dans le Stress Out Journey. Pour moi, c'était une révélation. Parce qu'en gros, c'est se concentrer sur le moment présent. Et voilà, avec les quelques exercices qu'on a fait pendant l'atelier, ça m'aide par exemple à m'endormir plus facilement quand ça mouline dans ma tête. Et ça, c'est un élément clé, on parlera aussi peut-être de ça, c'est le sommeil, c'est un élément clé important dans le burn-out. Alors je vais revenir vers Charles maintenant, on va lui laisser aussi l'occasion de nous expliquer un peu son premier sentiment à l'arrivée de cette journée et peut-être ses préjugés. Avais-tu déjà des préjugés en arrivant ou des idées toutes faites ou pas, honnêtement? Non, pas du tout. J'étais arrivée avec, comme Maxime disait, avec beaucoup de curiosité, évidemment aussi un peu de nervosité, parce que je crois que le nom Stress Out Journey est très bien choisi. C'est un voyage, on ne sait pas très bien quel type de voyage, on ne connaît pas le groupe, donc on est aussi un peu nerveux au départ. Mais pour moi, personnellement, moi je me décris souvent comme un homme de tête. Le premier atelier était particulièrement bien choisi. Ça s'appelle Atelier Rouage. C'est une explication des mécanismes du stress. Donc, qu'est-ce qui se passe
avant le burn-out, qu'est-ce qui se passe quand on est stressé, pourquoi est-ce qu'on est stressé, quels sont les comportements. Et donc là, ça permet déjà pas mal à déchiffrer un certain nombre de choses. Et ça, évidemment, augmente encore la curiosité pour les autres ateliers. Alors j'imagine qu'il y avait des choses connues pour toi, mais est-ce que tu as aussi découvert des choses auxquelles tu ne t'attendais pas dans ce contenu? Oui, donc je connaissais déjà aussi le mindfulness. J'avais déjà un peu exercé aussi le yoga, alors que c'est pas tellement quelque chose pour moi. Mais bon, c'est toujours bien. C'était bien pendant les ateliers de le redécouvrir et de le réessayer. Alors il y a une remarque de Maxime. Oui, par rapport à ce que dit Charles, le fait de connaître les mécanismes du stress, ça permet aussi de se déculpabiliser. Parce que souvent, on a tellement de modèles, de gens qui sont des winners et qui gèrent toutes les tensions, etc., de comprendre ce qui se passe dans le cerveau quand on est stressé et pourquoi le stress peut prendre le dessus, peut devenir incontrôlable, ça déculpabilise énormément. Et on se rend compte aussi dans un atelier comme celui-là qu'il y a plein de gens comme nous, qu'on n'est pas seuls. Alors ça c'est important ce que tu dis, parce qu'effectivement la culpabilité est un élément qui revient systématiquement pour toutes les personnes que moi je connais qui sont ou ont vécu ou sont pas loin d'un burn-out. Est-ce que c'est aussi ton cas, la culpabilité, Charles? Effectivement, on essaie toujours de cacher ces signes d'épuisement et ces signes de burn-out. Et donc C'est quelque chose d'honteux? dans Ça reste mon environnement, oui. Actuellement, ça reste encore honteux pour toi? Oui, c'est pour ça que j'ai changé le prénom. Et tu sais expliquer pourquoi c'est honteux? On vit un peu dans un monde de gens qui sont actifs, qui ont des succès, qui avancent. Et donc, cette question de vraiment dire oui, maintenant, je ne vais pas m'arrêter, je suis en burn-out, c'est pas facile. Pour revenir à cette histoire de mon ami, c'était vraiment un parcours extrêmement difficile de dire aux autres, aux proches, oui, je suis en burn-out. Alors, je vais faire une interruption qui va un peu vous surprendre parce qu'elle est complètement écartée au premier abord, en apparence du sujet, mais vous allez voir qu'elle y est très liée. J'ai une amie qui a vécu une situation où elle m'a dit un jour, moi j'ai coupé mon compte Facebook, j'ai arrêté. Je regardais la vie des autres indirectement, je voyais leur bonheur, je culpabilisais, je me sentais inférieur. Et ça me fait penser aussi à ces phénomènes où on a toujours une espèce d'image où on est censé être le meilleur du meilleur du meilleur. Et dans le phénomène du burn-out, ça joue un rôle. Alors, est-ce que les rôles des médias sociaux a eu un impact pour vous? Non, parce que moi j'ai déjà commencé à avoir des soucis avant les médias sociaux, donc je crois que je suis particulièrement sensible pour plein de raisons, et j'ai mis beaucoup de temps à les détricoter et à commencer à un peu contrôler les mécanismes. Mais je pense que les médias sociaux, ça n'aide pas. Enfin, surtout si on marche dedans sans se poser de questions. Si on se rend pas compte que les gens mettent en scène leur vie et que tous ces moments de bonheur, ce sont que des moments, et que évidemment on met pas sur Facebook les moments de tristesse ou de cafard. Et moi du coup je suis beaucoup moins actif et je fais je relaie, je partage des choses, mais je ne me livre plus. Et t'as compris qu'il fallait séparer le privé du professionnel, du réseau en tout cas. Oui, trop privé des réseaux quoi. Oui, après c'est des choix. Donc, mais il faut être conscient de ce qu'on fait. Je crois que la parenthèse valait la peine d'être faite. Dis-moi Anne. Mais si je peux ajouter un élément, c'est que c'est vrai que quand on est proche du burn-out ou en burn-out, on conseille vraiment d'être très attentif à l'hyperconnectivité et qu'elle fait vraiment des dégâts. Et s'il y a une explosion des burn-out, il y a un de ces critères-là. Et on sait aussi qu'en France, ils ont imposé une loi pour obliger les employés à arrêter à ne plus répondre à des emails à partir d'une certaine heure et reprendre à une certaine heure. Et c'est quand même une question qui est ouverte au niveau belge et qui a vraiment tout son sens. Ma remarque a quand même son sens et sa pertinence. Alors Charles, qu'est-ce qu'il en était pour toi, les réseaux sociaux, rapidement, parce que c'est pas le sujet du débat, mais on va aborder cet aspect. Moi j'ai un avis relativement négatif par rapport aux médias sociaux. Je n'ai jamais été sur Facebook, je ne pense pas y aller non plus, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc toi tu ne t'es pas senti impacté par rapport à ça? Non, pas du tout. D'accord, parfait. Ça n'a aucune importance dans ma vie privée. N'empêche que l'hyperconnectivité, je crois que tu dois quand même la sentir dans ton travail. Oh, énormément même, donc je suis tout à fait d'accord avec Anne que c'est quelque chose qui devrait être interdit? Géré, pas interdit. Il devrait être géré. On ne peut pas être joignable tout le temps et à n'importe quel moment et pour n'importe quoi.
et avoir même une politique, je dirais, RH qui demanderait ou qui presque imposerait aux employés de ne plus répondre à des emails à minuit, 1h du matin, parce qu'une réponse va engendrer un souci ou une obligation à l'autre, au destinataire, de répondre également. Donc, c'est vraiment un enchaînement comme ça, un engrenage qui est vraiment néfaste. Moi, je crois qu'il faut faire attention avec les interdictions et imposer les choses. C'est beaucoup mieux d'expliquer. Une prise de conscience et laisser un choix. Voilà, c'est ce que fait Anne aussi avec sa prévention primaire. C'est expliquer, c'est rendre les gens conscients. Après, voilà, il y a toujours des gens qui auront plus de force de caractère pour résister à telle ou telle pression. Ça existait avant les médias sociaux aussi. Ce sont des choses qui ont été abordées dans les ateliers ou qui sont apparues à un moment donné ou l'autre, d'une manière ou d'une autre? Pas tel quel. Pas tel quel. D'accord. Alors, on va continuer maintenant sur votre expérience. Donc, vous avez fait les ateliers. On va peut-être commencer avec Maxime de nouveau pour donner un petit aperçu des ateliers que tu as suivis, toi. Moi, j'ai suivi 6 des 8. J'ai raté l'atelier Chi et l'atelier Créa. Donc, l'art-thérapie et le Qigong. Qigong, voilà. Alors, dans les ateliers que tu as vécus, lequel t'était le plus utile? C'est difficile à dire. Enfin, moi, j'aime pas fonctionner en top 3 ou top 5 ou top 10. C'est pas le but, c'est juste voir ce que tu as l'atelier Lotus, la mindfulness, la pleine conscience, pour moi, ça a été vraiment une révélation. L'atelier Move m'a beaucoup marqué parce que donc, c'est par le biais du corps, en faisant bouger les corps, qu'on met aussi en mouvement les émotions. Des émotions qui parfois étaient, disons, emprisonnées, qui avaient du mal à s'exprimer, et qui là s'expriment, mais d'une façon et dans une ambiance bienveillante. Et donc il y a eu des moments où des gens ont eu des émotions très fortes, mais le contexte était tel qu'ils se sentaient, ou qu'elles se sentaient en sécurité. On voyait vraiment des différences entre le début de l'atelier et la fin de l'atelier chez certaines personnes, donc ça c'était très impressionnant. Alors l'atelier équilibre, ça aussi c'est impressionnant, ça c'est donc les constellations familiales, et de voir que des gens qui ne te connaissent pas intimement peuvent quand même représenter un rôle, une force ou une énergie dans ta vie. Donc c'est des choses qui sont comme des forces universelles et qu'on peut comprendre intuitivement. Et donc, sans connaître les détails de la vie de quelqu'un, on peut représenter une partie de la vie de quelqu'un sans en connaître les détails et aider à voir clair. La meilleure preuve qu'on puisse donner pour illustrer ça aux auditeurs, c'est si vous regardez bien autour de vous, dans les amis les plus proches que vous avez, ceux qui comptent le plus pour vous, il y a 90% de chances qu'il y ait beaucoup de points similaires entre eux et vous. Parce qu'on attire les gens qui nous ressemblent sur certains aspects. Et certainement quand c'est de la souffrance. Alors je vais passer à Charles. Moi je retiens le mot bienveillance dans ce que tu as dit, qui me plaît beaucoup. Alors Charles, pour toi, comment ça s'est passé les ateliers? Lesquels tu as suivis? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus et lequel tu as eu le sentiment qui t'a été le plus utile? J'ai suivi 7 des 8 ateliers. Presque la totalité. Presque la totalité. Malheureusement, l'atelier équilibre, donc la constellation familiale, je ne pouvais pas participer. Je le regrette beaucoup, aussi par rapport aux échos que j'ai eus par après. Donc ça a dû être vraiment très fort et très très intéressant. Il y a des ateliers où j'ai pas mal appris sur moi et sur mon entourage. Et il y a aussi d'autres ateliers où je me suis tout simplement bien amusée. Donc bien amusée, par exemple. Oui, surtout en groupe. C'est comme un groupe de voyage qui découvre de nouvelles choses, qui en partie s'amusent aussi ensemble. Donc c'était par exemple l'atelier Créa qui montrait, qui expliquait un certain nombre de mécanismes et de choses, qui donnait aussi des outils, mais où on pouvait aussi s'amuser en dessinant, en faisant nous-mêmes des œuvres d'art en quelque sorte. L'atelier Move aussi, très amusant. Ce qui m'a le plus frappé en fait ou marqué, c'est l'atelier Ego. C'est l'atelier d'Ennéagramme. Et en fait, c'était assez particulier parce que pendant l'atelier même, j'avais un peu difficile de voir ce que je devais en faire et ce que ça voudrait dire pour moi et me situer. Et c'était le lendemain, pendant une activité dehors, que j'ai eu une sorte de révélation et où finalement, pendant cette promenade... Les mots t'ont parlé, quoi. Oui, j'ai compris pas mal de choses qui m'arrivaient, qui en fait étaient aussi en partie exploitées par mon entourage et comment ça se faisait. Tu peux donner un exemple ou c'est trop privé? Je ne supporte pas l'échec. Et donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui... C'est un point commun des gens qui font des burn-out?
Donc, et je crois que c'est quelque chose qui est découvert professionnellement et en partie aussi exploité professionnellement. Donc, on peut donner à ces personnes-là tout type de missions et de choses à faire et ils essayeront toujours d'arriver au bout, même si ça dépasse la ligne rouge, comme Maxime disait. Tu crois que la hiérarchie, le sang, il joue sur ce pouvoir qu'elle a alors? T'as ce sentiment-là dans la vie professionnelle? Je crains que oui. D'accord. Mais c'est important, hein. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Et donc cet atelier Ennéagramme t'a apporté donc une prise de conscience. Et ensuite, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que toi, tu peux maintenant, après tout ça, prendre des éléments clés, les faire actionner, bouger pour t'aider? Tu sens une différence? Oui, je crois qu'à ce moment-là, on aborde des sujets, on reçoit des idées. On est dans le cœur du problème? Oui, mais l'important c'est de ne pas en rester là, parce que les ateliers, ça permet de découvrir des techniques, des outils, des théories. Ce sont des pistes, voilà. Exactement. Il faut aller plus loin. Ce qui est important, c'est alors ensuite voir que maintenant des révélations, je sais des choses, qu'est-ce que je dois faire pour essayer que ça m'aide. Pour moi, par exemple, mieux gérer l'échec aussi. C'est-à-dire qu'on peut l'accepter, que c'est une possibilité de s'améliorer. Oui, on doit l'accepter, ne pas rester dedans, mais on doit l'accepter. Ça fait partie de la vie. Mais bon, pour moi, c'est justement difficile. J'ai eu la même difficulté à titre personnel, je t'assure. Mais j'ai essayé de me convaincre que finalement l'échec nous rend plus forts et nous permet de nous améliorer. Et là du coup, ça passe plus facilement. Ouais. C'est d'ailleurs ce qu'on entend beaucoup. Et donc, il ne faut pas, si on tombe, il ne faut pas rester par terre, il faut se relever. Mais en pratique, c'est pas toujours si facile que ça. Pour moi, l'échec n'existe pas. On apprend ou on réussit, mais il n'existe pas. Oui, c'est donc vrai. C'est une tournure, et je pense que c'est intéressant et important d'apprendre à le voir comme ça. Et de revoir, relativiser les choses, revoir les attentes et apprendre des erreurs qu'on aurait faites, mais ce ne sont pas des échecs. Pour rebondir là-dessus, si on considère la vie comme un voyage ou comme une promenade en montagne, voilà, il y a parfois des côtes un peu raides et parfois il faut s'arrêter à mi-chemin parce qu'on est essoufflé et on n'est pas nul pour autant. Et moi j'aime bien... C'est quelque chose que tu n'as pas pris conscience avant l'atelier ? Si, quand même. Moi, à la différence de Charles, je vais en profiter pour justement te demander ton feedback. Hein, oui, je donc le fais en même temps. C'est que chez moi, c'est chaque fois des petites réalisations. Et dans la vie de tous les jours, pour moi, c'est une question de lâcher prise. Alors évidemment, accepter l'échec, c'est aussi une façon de lâcher prise. Moi, c'est plus abandonner le besoin de contrôle. C'est des petits moments dans la vie de tous les jours ou dans mes rapports professionnels. Un mail que je décide de ne pas envoyer parce qu'en fait, il n'est pas nécessaire, parce que je n'ai pas besoin de me justifier pour telle ou telle chose, parce que je n'ai pas besoin de m'excuser pour telle chose, ou que je n'ai pas besoin de m'en faire pour telle ou telle chose, que au final c'est pas ma responsabilité mais celle de quelqu'un d'autre et que je suis pas responsable du bon fonctionnement du monde entier, etc. Et donc chez moi c'est plus diffus. Ce qui moi m'a aidé pour parfois mettre les choses en perspective ou les relativiser par rapport à l'échec par exemple, j'aime bien ramener les choses à des exemples dans la nature. Si on voit un guépard ou des lionnes qui essayent d'attraper une antilope, c'est pas parce qu'elles ont raté une antilope qu'elles vont faire une dépression et qu'elles vont plus courir après une autre antilope. Donc, on pourrait aussi dire, voilà, elles n'ont pas attrapé cette antilope-là, c'est un échec. Non, c'est une étape, c'est un voyage. Et peut-être que ça fait aussi réfléchir sur la façon de mieux attraper la prochaine antilope. Donc, un échec peut aussi faire réfléchir sur comment réussir mieux lors d'une prochaine tentative. Moi, ça me fait... Ta métaphore m'en génère et me provoque une autre dans mon esprit quand je t'écoute. Je pense au HR, hein, parce qu'on est un public HR ici qui nous écoute beaucoup. Je pense à cette, excusez-moi le terme, cette putain de licorne qui recherche toujours. Mais en fait, vous avez 10 millions de licornes autour de vous. Il suffit juste de la faire naître et elle se cache entre chacun de nous. Et donc, voilà, arrêtez de chercher la licorne, mais trouvez la licorne entre chacun de nous. Voilà, petite parenthèse. Alors, donne-moi quand même ton feedback sur ce que toi, tu as appris ici dans ces ateliers. Qu'est-ce qui t'a le plus servi ? Moi, c'est surtout la pleine conscience. Je suis assez sauvage, disons, je suis mon plus sauvage, sous mon respect, que Charles, qui m'a l'air d'être quelqu'un d'assez structuré. Et donc, moi aussi, ce que j'en fais et ce que ça m'apporte, c'est plus diffus. Donc, j'ai du mal à mettre le doigt sur un truc. Ouais. Ah oui, ça a bien marché. C'était aussi dans la mesure où j'étais pas dans une situation de souffrance
immédiate. C'était plus une curiosité et donc les choses que j'ai découvertes ou les apports que j'ai pu recevoir ont un impact moindre. C'est plus au niveau de la curiosité intellectuelle qui après, comme on dit en anglais, trickle down, donc qui percole dans ma vie de tous les jours et dans mon rapport avec les gens. Oui, maintenant, si je peux ajouter un élément, c'est que je pense que en bon mental, c'est vraiment les ateliers psychocorporels qui vont être aidants et qui vont être soutenants. Et que c'est dommage que tu as raté ces deux ateliers-là. Le Qigong et l'art-thérapie, ça t'aurait permis de te connecter sans directement le verbaliser et passer par le mental. Quoi. Tu sais quoi, Maxime, on fera le prochain ensemble. D'accord. On va rattraper ça. Ok. Est-ce qu'entre le moment où vous êtes sorti de la formation et maintenant, il y a encore eu du travail qui s'est fait? Ça continue de travailler? Il y a encore un chemin que vous faites, Charles? Oui, le cycle des ateliers, c'était une activité que j'ai fait. J'ai fait encore une autre que je vais poursuivre maintenant. Je pense qu'il faut mettre en place différents éléments et tester ce qui est maintenant aidant et ce qui n'aide pas peut-être. Et donc pour les ateliers aussi, je pense que le danger, c'est de laisser ça maintenant dans un coin et de ne plus y penser et de ne plus rien faire. Je crois que ça c'est important ce que tu dis là, oui. C'est vraiment à éviter. Donc il faut entretenir un peu ce qu'on a appris et donc on a eu l'occasion de voir ce qui convient, ce qui convient peut-être moins bien et je crois que maintenant, le travail est chez vous, c'est à vous de prendre les actions. Oui, tout à fait. On peut dire, si je prends une métaphore, qu'on t'a mis le pied sur le vélo ou le pied à l'étrier et que maintenant tu es bon pour pédaler seul? Oui, mais j'avais aussi envie de pédaler. Je crois que ça, c'est très important. Oui. Donc, c'est cette volonté de ne pas tomber en burn-out et de prendre en charge la situation, donc ne pas assumer d'être actif. Je crois que ça, il faut continuer à faire aussi. Après les ateliers. Si je peux ajouter un élément, c'est que les ateliers étant limités dans le temps, c'est chaque fois 3h30 par atelier, on essaie vraiment de faire vivre et de faire expérimenter des outils, des approches, des techniques en questionnant aussi derrière, c'est comment est-ce que vous gérez vos émotions, comment est-ce que vous mettez vos limites, etc. Et c'est sûr que une fois qu'on a fait ce parcours, le journey, c'est à chacun, et c'était un peu aussi ce qu'on a fait au travers du dernier atelier, qui est l'atelier chemin, qui est un atelier un peu plus intégratif, c'est qu'est-ce que je mets en place maintenant à mon niveau. Et puis ce que je voudrais aussi ajouter, c'est qu'on donne aussi la possibilité de prolonger l'expérience des ateliers au travers des exercices que j'ai appelés les quick wins, c'est-à-dire des petits exercices qu'on peut faire chez soi quand on a un moment, quand on a une heure à se consacrer, et pour vraiment revivre l'atelier et le mettre en place, le pratiquer chez soi. Pour moi, c'est ça l'intérêt. Merci Anne, merci. Alors je vais revenir vers Maxime pour la même question sur le recul. Avec le recul, les ateliers, ce que j'ai trouvé fantastique, il y a deux choses. Il y en a une que j'ai dite au dernier atelier que j'ai voulu partager avec des camarades, c'est que le fait de participer à ce journey, c'était déjà une façon de prendre soin de soi, parce que beaucoup de personnes disaient « je ne sais pas prendre soin de moi et c'est pour ça que je suis ici ». Et en fait, on se rendait compte que le fait d'être là, c'était déjà une façon de prendre soin de soi. Et j'ai donc été frappé par, en effet, ce voyage. C'était un voyage à travers des méthodes, mais c'était aussi un voyage de rencontre avec des personnalités. Et chaque atelier donnait l'occasion de mieux connaître certaines personnes. Et moi, j'ai l'impression, après 8 ateliers, que j'avais un peu fait le tour et que j'avais appris à apprécier chaque personne pour ce qu'elle était, avec ses forces et ses challenges, on dira. Et voilà, et ces dynamiques de groupe, aussi la façon dont les ateliers sont séquencés, la façon dont ils se suivent, ils se renforcent les uns les autres. Il y a une cohérence. Et il y a tout à fait une cohérence. Et donc, ça c'est ce qui m'a le plus frappé, parce que j'avais quand même un peu un regard d'observateur, si tu veux. J'analysais aussi un peu le processus. Et ça m'a fait penser à mon tour du monde, où j'ai fait un voyage de 2 mois avec des inconnus. Ça a été déchirant après 8 semaines de devoir me séparer d'eux, parce que j'étais, pour ainsi dire, tombé amoureux de chaque personne qui au début était complètement étranger ou pouvait parfois susciter des réserves. Il y a une implication émotionnelle, si je peux résumer. Tout à fait. Mais si je peux ajouter simplement, c'est que ce que tu viens de me dire me touche particulièrement, parce que comme moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu et travaillé sur
4 des 5 continents et j'ai toujours ce voyage en moi et les rencontres qui sont très riches que j'ai faites. Merci. Merci Maxime. Charles, toi, au niveau émotionnel, c'était aussi intense? Émotionnel, c'est plus difficile pour moi. Et c'est peut-être intéressant de le dire aussi. Il y a un public très très varié dans ces ateliers, ce qui est aussi une richesse. Donc effectivement, je pense mon mode de fonctionnement est fort différent de celui de Maxime. Émotionnel, oui, il y avait des moments émotionnels, mais c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement touché, mais c'est dû à ma personnalité qui est plus... Je sens bien aussi, donc pour ça je te pose la question. J'avais envie de t'entendre dire justement, parce que je me doute qu'il y a une variété derrière qui se manifeste. Alors on va clôturer définitivement cette interview avec une dernière question, un dernier point qui concerne la journée d'hier. Anne, tu peux rappeler brièvement de qui on parle? Dans le cadre de Stress Out, donc comme l'a expliqué tout à l'heure Maxime, en fait je propose différents types d'interventions. Il y a les Stress Out Café qui est vraiment une sensibilisation au travers d'ateliers participatifs dans des groupes assez restreints, et puis des Stress Out conférences. Et donc hier, c'était une conférence avec professeur Philippe Corten, qui a fondé la clinique du stress au CHU Bruckmann et qui a géré une équipe pluridisciplinaire pendant plus de 15 ans. Là, ça fait 2 ans qu'il a pris sa pension, mais qui continue toujours avec un agenda super chargé et qui a partagé hier devant un public d'une bonne 60aine de personnes son expérience de plus de 15 ans dans le traitement et donc la prévention du burn-out. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça terriblement riche, parce qu'en effet, c'est une très belle personne, quoi. C'est un psychiatre qui est accessible, qui arrive à faire passer son message avec de l'humour, avec des exemples concrets. Voilà, moi j'en profite du micro pour encore le remercier d'avoir pris ce temps-là. Et puis j'en ai profité également pour inviter Anne Evrard, que je trouvais qui était une belle personne, qui elle a décidé, suite à son burn-out qu'elle a vécu il y a 3 ans, de créer un autre concept, puisqu'elle a écrit ce livre qui s'appelle le guide du burn-out, et qui est vraiment aussi très intéressant, puisqu'il rassemble à peu près plus de 200, je crois qu'il y a 230 témoignages d'hommes et de femmes qui sont passés par là et qui du coup peuvent vraiment répondre à une série de questions au tout venant, quoi, pour une personne, tant un jeune qu'une personne plus âgée. Ça touche un peu vraiment un peu tout le monde, quoi. Voilà. Alors justement, dans le public, il y avait Maxime. Alors tu vas être le seul à parler, à témoigner aussi de ton vécu sur cette journée, et on va finir l'interview par toi. On clôturera de cette manière. Merci. Donc j'y suis allé malgré le beau temps, et donc en effet il y avait une 60aine de personnes, et une des premières questions qu'il a posées c'est: mais qu'est-ce que vous faites là, par ce beau temps, dans une salle, à venir écouter une conférence scientifique? Et quand on voyait les réactions des gens, on se rend compte que voilà, les gens à côté de qui on est assis dans le tram, qui ont l'air ok, en fait ils pourraient avoir un burn-out. Parce que c'était des gens, parfois, qui avaient l'air d'être des chefs d'entreprise ou des chefs d'équipe ou je ne sais quoi. Et donc, on se rend compte de la souffrance de ce monde dans lequel on vit, dont les médias sociaux font partie. Mais enfin, il y a une espèce, comme on dit en anglais, le rat race. Donc, il y a une espèce de pression à la productivité, à la performance, à la compétition. Et un mélange du privé et du professionnel qui devient très difficile à gérer. Et donc, il a donné des tuyaux pratiques, et notamment aller vers les autres, réveiller sa curiosité, parce que souvent quand on est sous stress, pour limiter les dégâts, on ferme les portes, les écoutilles, et donc on se ferme aussi au monde extérieur. Et voilà, prendre du temps avec les gens qu'on aime bien, faire des choses qu'on aime bien, et éteindre son GSM, avoir un GSM privé qu'on emporte et un GSM ou un smartphone professionnel qu'on peut donner à un collègue pour avoir la paix pendant ses vacances. Mais que ça ne vous empêche pas de télécharger nos podcasts et de les écouter. Surtout pas. Alors ce sera ma touche du mot pour terminer cette interview. Alors je veux particulièrement remercier Charles. Pourquoi? Pas plus qu'un autre, mais tu as eu surtout le courage de venir au micro, et je sais que la démarche était peut-être plus difficile pour toi. C'est pour ça que tu as choisi l'anonymat aussi. Donc merci pour ce courage, merci pour cette force que tu as pris avec toi, et merci pour tout. Maxime, pareil, je te remercie aussi d'avoir partagé ton expérience, la richesse de ton sourire et ta bonne humeur qui en plus accompagnait tout le monde ici au micro. Et merci à Anne de me faire confiance et de revenir systématiquement vers moi quand tu as envie de partager du contenu.